Bonjour tout le monde, chers collègues, nous allons poursuivre aujourd'hui la formation médicale continue assurée par le service de dermatologie au niveau du CHU Mustapha Pacha. On va voir un cas clinique, son thème est devant un érythème qui va de la tête aux pieds. Quel est votre diagnostic? On commence. Il s'agit d'un patient âgé de 28 ans, aux antécédents de lésions érythématosquameuses au niveau des coudes et des genoux, ainsi qu'au niveau du cuir chevelu, qui se présente aux urgences pour un érythème généralisé allant de la tête aux pieds, évoluant depuis 3 semaines. Voici sa photo. Quel est votre diagnostic? Il s'agit d'une érythrodermie. L'érythrodermie est un érythème généralisé confluent qui touche plus de 90% de la surface corporelle. C'est une urgence médicale. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, il s'agit d'une urgence médicale. Donc, l'érythrodermie, qui est un érythème touchant plus de 90% de la surface cutanée, il peut être associé à d'autres signes, peut être recouvert de squames. À l'examen clinique des muqueuses et des fanères, on peut trouver certains signes qui peuvent nous orienter vers une cause précise de cette érythrodermie, car l'érythrodermie est une manifestation cutanée réactionnelle causée par une myriade de pathologies dermatologiques ou autres. Donc, les informations tirées à partir de l'interrogatoire et à partir de l'examen clinique et tous les signes qu'on recule sont très importants pour nous orienter vers une étiologie précise. On va voir plus tard les étiologies principales de l'érythrodermie. Comme on voit sur cette photo, l'ongle il présente une coloration cuivrée. Il présente des dépressions cupuliformes qu'on appelle les dépressions ondées à coudre. Il présente des taches de couleur jaune saumon, qui sont les taches d'huile, et il présente un décollement au niveau du bord distal de l'ongle, qui est l'onycholyse distale. Tous ces signes sont en faveur de psoriasis. C'est une dystrophie caractéristique rencontrée au cours du psoriasique. Donc, quand on trouve ce type de dystrophie chez un malade présentant une érythrodermie, on est plutôt orienté vers l'origine psoriasique de l'érythrodermie. Le malade peut présenter certains signes fonctionnels comme le prurite. Le prurite n'est pas constant, mais il est fréquemment associé à l'érythrodermie. D'autres signes fonctionnels peuvent être rapportés par le patient comme les sensations de brûlure, les sensations de cuisson, etc. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure que l'érythrodermie est une manifestation cutanée réactionnelle, elle peut être causée par plusieurs pathologies. Je les ai divisées en 4 catégories qui sont les dermatoses préexistantes. Il y a plusieurs dermatoses préexistantes qui, à un certain moment de leur évolution, peuvent donner une érythrodermie. La deuxième catégorie, ce sont les hémopathies, les causes médicamenteuses et d'autres causes qui sont plus rares, diverses. On commence par les dermatoses préexistantes. Donc, leur chef de file étant le psoriasis. Le psoriasis est la cause la plus fréquente de l'érythrodermie. Comme on voit sur cette photo, le patient présente une érythrodermie avec des squames qui sont épaisses, caractéristiques du psoriasis. Mais il faut savoir que ce type de squame n'est pas suffisant pour poser le diagnostic d'une érythrodermie psoriasique. Il y a l'histoire de la maladie, la notion de plaques érythématosquameuses évoluant par poussée-rémission, touchant certaines localisations, beaucoup plus les zones bastions comme les coudes, les genoux. Il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut rencontrer une certaine onychodystrophie comme les dés à coudre, l'onycholyse distale qui peuvent nous orienter vers le psoriasis. La deuxième cause, la dermatite atopique, qui se manifeste par une xérose cutanée et des lésions eczématiformes, un prurite intense qui peut altérer la qualité de vie. Elle touche les nourrissons, les enfants ainsi que les adultes.
Chez le nourrisson, les plaques eczématiformes siègent beaucoup plus au niveau des zones de convexité ainsi qu'au niveau des plis. Donc, la multiplication des lésions de la dermatite atopique peuvent donner une érythrodermie qui est une forme sévère de la dermatite atopique. Une autre cause qui est bien plus rare, le pityriasis rubrapilaire, qui est une pathologie hétérogène qui se caractérise par une triade clinique qui est la kératodermie palmoplantaire jaune-orangé, la kératose folliculaire et des lésions érythémateuses squameuses. Il en existe 5 types. Le type 1 de l'adulte, il peut se manifester par une érythrodermie. Autres causes plus rares qui sont le pemphigus foliacé, qui est une dermatose bulleuse auto-immune qui peut se manifester par une érythrodermie avec des lésions érosives. Et une autre cause, xéroderma sénile, etc. Il y a toute une myriade de pathologies dermatologiques qui peuvent donner une érythrodermie. La deuxième catégorie sont les hémopathies, leur chef de file étant les hématodermies, les lymphomes cutanées, le mycosis fongoïde ou le syndrome de Césari, qui, après de très longues années d'évolution, peuvent donner une érythrodermie. Il faut savoir que le syndrome de Césari se caractérise au frottis sanguin par certains types de cellules qui sont des cellules de Césari et leur nombre doit dépasser le 1000 par millimètre cube. Il y a beaucoup de critères phénotypiques, immunophénotypiques qui peuvent poser le diagnostic du syndrome de Césari. Autres hémopathies qui peuvent se manifester par une érythrodermie sont nombreuses, les leucémies, la maladie de Hodgkin, les myélodysplasies, etc. Pour les causes médicamenteuses, il faut savoir que devant toute érythrodermie, il faut toujours rechercher une prise médicamenteuse dont la gravité est variable allant d'un simple rage cutané ou une érythrodermie sans atteinte d'organes vers une atteinte multiviscérale qui peut menacer le pronostic vital. Il faut savoir qu'il existe 2 types de toxidermie qui sont potentiellement graves et qui sont caractérisées par une mortalité élevée, la NET ou la nécrolyse épidermique toxique et le DRESS étant l'acronyme de Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms. La NET ou le syndrome de Lyell, elle est caractérisée par un décollement cutané qui dépasse les 30% de la surface corporelle. Et qui nécessite une prise en charge dans des milieux spécialisés comme les milieux de réanimation ou bien les centres de brûlés. Par contre, le DRESS, c'est une maladie à critères qui se caractérise par un rash cutané ou une érythrodermie, un œdème du visage, des polyadénopathies, une fièvre, une hyperiosinophilie, plein d'autres manifestations. Elle est très grave. Elle est caractérisée par sa longue évolution, ses rechutes fréquentes, ainsi que l'atteinte d'organes qui peut menacer le pronostic vital. Il y a d'autres causes qui sont plus rares et qui peuvent se manifester par une érythrodermie, la gale croûteuse ou la gale norvégienne. Donc, elle se caractérise par une érythrodermie d'aspect sale, crasseux. Elle touche surtout les sujets âgés ou les immunodéprimés dans les milieux de collectivité, comme les services de gériatrie. Elle est très contagieuse, mais elle est moins parlante. Le prurite peut y être absent. D'autres causes qui sont les viroses, les dermatophysies, les érythrodermies paranéoplasiques, donc certaines érythrodermies dans un contexte particulier, elles peuvent révéler une néoplasie sous-jacente chez un sujet qui est plutôt âgé, avec un contexte d'altération d'état général ou d'antécédents personnels ou familiaux de néoplasie. Donc, une érythrodermie, elle peut nous orienter vers une néoplasie ou une rechute d'une néoplasie antérieure. Le lichen plan, dans sa forme étendue, il peut donner une érythrodermie. Le lupus érythémateux aigu ou le lupus érythémateux subaigu dans leur forme
profuses peuvent se donner une érythrodermie, exceptionnellement le lupus érythémateux chronique. La dermatomyosite aussi peut se manifester par une érythrodermie. Le VIH, la réaction du greffon contre l'hôte. Certains nouveau-nés naissent avec une érythrodermie causée par soit certaines génodermatoses, des ichthyoses. Certains nourrissons donc, peuvent présenter une infection cutanée qui est très sévère, le SSS, qui est l'acronyme de Staphylococcus skin scald syndrome, qui est causé par le Staphylococcus aureus, qui a le potentiel de produire une toxine qui est l'exfoliatine, responsable d'un décollement cutané chez les nourrissons ou surtout les enfants inférieurs à 6 ans. Donc, voilà, grosso modo. Pardon. Les étiologies principales de l'érythrodermie. Il faut savoir que dans un certain pourcentage des cas, on ne trouve pas une étiologie précise. On appelle donc une érythrodermie idiopathique, mais ça n'empêche pas de refaire les explorations. Parfois, les signes sont d'apparition tardive, donc il faut toujours refaire l'examen clinique et les explorations devant une érythrodermie jugée idiopathique. On revient chez notre patient. Donc, notre patient, il présente depuis son enfance des lésions érythématosquameuses localisées au niveau des coudes et des genoux, évoluant par poussée-rémission. Il les a traitées par phytothérapie, un remède de grand-mère à la base de plantes médicinales comme la plante cadique, qui a des propriétés anti-inflammatoires. Par contre, le patient rapporte une notion de stress familial ayant entraîné chez lui la multiplication de ces lésions et leur généralisation, donnant une érythrodermie. Comme j'ai dit tout à l'heure que devant toute érythrodermie, il faut rechercher une prise médicamenteuse antérieure. Il y a toute une panoplie de médicaments qui peuvent donner des réactions médicamenteuses cutanées. C'est très important pour l'arrêt précoce des traitements suspects afin d'arrêter l'évolution et l'aggravation de l'érythrodermie. Donc, notre patient, lui, il ne rapporte pas de notion de prise médicamenteuse antérieure ayant précédé l'érythrodermie. Sur cette photo, on voit le type de lésions qu'il présentait. Elles sont bien limitées. Érythématosquameuses. Et lui, il rapporte la notion de stress familial. Donc, selon ces données, quelle est l'étiologie de cette érythrodermie selon vous? Il s'agit d'une érythrodermie psoriasique. À l'examen clinique chez le patient, il était en bon état général. Son indice de masse corporelle était correct. Sa tension artérielle est correcte. Il présentait une fébrilité à 38 degrés. À l'examen dermatologique, l'examen cutané, on retrouve un érythème squameux généralisé, touchant plus de 90% de la surface corporelle. L'examen des fanères au niveau du cuir chevelu, on trouve un casque squameux. Au niveau des ongles, comme on a dit tout à l'heure, les dépressions cuculiformes ont des à coudre et l'onycholyse distale. L'examen des muqueuses retrouve au niveau de la muqueuse buccale une chylite squameuse. Au niveau de la muqueuse oculaire, par contre, les autres muqueuses oculaires et génitales sont sans anomalie. L'examen extradermatologique, il est systématique, surtout la palpation des aires ganglionnaires. Le patient présente des adénopathies palpables au niveau des creux axillaires qui sont probablement réactionnels à l'inflammation induite par l'érythrodermie. C'est quoi la conduite à tenir? Il y a beaucoup d'examens paracliniques qu'on doit faire systématiquement devant une érythrodermie et d'autres qui sont beaucoup plus orientés par le contexte clinique du patient. Donc, j'ai mis les examens paracliniques en couleur, ils sont systématiques. Par contre, qui sont en noir, sont orientés par
par la clinique. La biopsie cutanée, elle est systématique devant une érythrodermie. Il faut savoir que la majorité des cas, les biopsies cutanées des érythrodermies sont non spécifiques, mais ça n'empêche pas de la faire et de la refaire, surtout quand on suspecte des pathologies malignes comme le mycosis fongoïde. La numération en formule sanguine avec produit sanguin est systématique aussi. Par contre, la recherche du plan lymphocytaire T, c'est dans le cas de suspicion d'une érythrodermie type mycosis fongoïde ou syndrome de Sézary. La sérologie VIH, au niveau de notre service, on fait la sérologie systématiquement devant les malades hospitalisés, donc, mais elle est beaucoup plus orientée en pratique quotidienne par la clinique, donc chez des sujets jeunes présentant des signes d'immunodépression, des infections à répétition, notion de rapport sexuellement protégé, etc. Par contre, l'ionogramme sanguin, le bilan rénal, le bilan hépatique et l'hémoculture en cas de fièvre, l'électrophorèse des protéines sont systématiques car l'érythrodermie, elle peut être émaillée par trois principales complications d'ordre hémodynamique, hydroélectrolytique et surtout infectieuse. Donc, on doit faire l'ionogramme sanguin pour voir des troubles de hydroélectrolytique, le bilan rénal, car les érythrodermies se compliquent souvent d'insuffisance rénale fonctionnelle, surtout quand il s'agit d'un sujet âgé. L'érythrodermie peut se compliquer aussi de cytolyse hépatique et d'infection. Donc, les septicémies sont fréquentes au cours des érythrodermies. Devant tout signe d'infection, fièvre ou hypothermie, on doit faire des hémocultures. L'électrophorèse des protéines, elle est aussi systématique. Pour la recherche des sarcoptes KBI, c'est surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, chez les sujets âgés ou immunodéprimés, devant une érythrodermie d'aspect sale, crasseux, avec des croûtes blanchâtres ou grisâtres. On demande la recherche des sarcoptes KBI et on peut même s'aider par un examen au dermoscope. Il faut la surveillance clinique et biologique, il faut faire la surveillance clinique et biologique de façon régulière. On fait une courbe de température, une courbe tensionnelle, le retentissement et on évalue le retentissement hydroélectrolytique et rénal de l'érythrodermie ainsi que le bilan protéique. Pourquoi? Donc, pour expliquer ça, il faut revenir à notre chère peau. Donc, elle est constituée de trois couches qui sont l'épiderme, le derme et l'hypoderme qui assurent plusieurs fonctions, la principale étant la fonction barrière. En cas d'altération de la peau, par exemple, dans le cas de l'érythrodermie, la fonction barrière, elle sera altérée. Donc, il y aura une pénétration des micro-organismes du milieu extérieur avec une augmentation des déperditions hydroélectrolytiques du milieu ou du secteur interstitiel. Donc, la peau n'assure plus sa fonction correcte. Il y aura des infections, des septicémies, des déshydratations. Il faut savoir que l'érythrodermie est un état inflammatoire de la peau qui peut augmenter la consommation calorique et protidique. Donc, il faut toujours faire une EPP à la recherche d'une hypoalbuminémie pour éventuellement la corriger. Pour la prise en charge thérapeutique, devant toute érythrodermie, l'hospitalisation est indiquée. Il faut commencer par les mesures générales. On prescrit systématiquement des émollients. Comme j'ai dit tout à l'heure que la fonction barrière est altérée, les émollients peuvent apporter certains éléments lipidiques qui peuvent partiellement compenser ce déficit. Devant des complications infectieuses, on doit instaurer une antibiothérapie adaptée. Si complications hydroélectrolytiques, on demande auprès des REA un schéma de réhydratation. Par contre, il faut savoir que la prise en charge thérapeutique est étiologique, elle dépend de l'étiologie sous-jacente. Si on suspecte une réaction médicamenteuse, l'arrêt immédiat du traitement suspect est obligatoire. Pour le psoriasis, un traitement par voie générale en absence de contre-indication doit être instauré. Il faut savoir qu'il existe tout un arsenal thérapeutique pour la prise en charge du psoriasis. Ça commence par le traitement local jusqu'au traitement général. Il faut savoir que quand la surface cutanée dépasse les 10%, on commence le traitement, la surface cutanée atteinte
par le psoriasis dépasse les 10%, on va commencer le traitement par voie générale, même en cas d'altération de la qualité de vie. Il existe 3 molécules qui sont de première ligne. Chacune a des caractéristiques thérapeutiques. Il faut savoir que pour choisir une de ces molécules, il existe pas mal de paramètres, les comorbidités, le type de l'atteinte, parce que le psoriasis il présente plusieurs formes cliniques, le type de l'atteinte, les comorbidités sous-jacentes et beaucoup d'autres paramètres que le dermatologue doit rechercher afin de juger quelle molécule sera le plus adéquate selon le profil du patient. En cas d'échec de cette première ligne thérapeutique, on passe aux biothérapies qui sont de prescription exclusivement hospitalière. Donc, et il ne faut pas oublier d'orienter le patient vers une consultation spécialisée pour une prise en charge de son psoriasis. Pour les généralistes qui ont tendance à prescrire les corticoïdes par voie générale, il faut savoir que les corticoïdes par voie générale sont contre-indiqués en cas de psoriasis. Donc, il ne faut pas donner des corticoïdes par voie générale car risque d'effet rebond et d'aggravation de l'érythrodermie. Flash mémo, donc récapitulatif de ce qu'on a vu. Donc, l'érythrodermie qui est un érythème qui touche plus de 90% de la surface corporelle. Il s'agit d'une urgence médicale. Devant toute érythrodermie aiguë, il faut rechercher une prise médicamenteuse antérieure. Un interrogatoire minutieux ainsi qu'un examen clinique soigneux sont primordiaux pour nous orienter vers une des étiologies de l'érythrodermie. La palpation des aires ganglionnaires est aussi systématique devant une érythrodermie. La recherche de fièvre ou de signes d'infection d'une façon régulière pour ne pas passer à côté d'une septicémie. Les infections compliquent fréquemment les érythrodermies car il y a une pullulation microbienne importante au cours des érythrodermies. Il y a même des troubles de thermorégulation car la peau elle est altérée au cours de l'érythrodermie. Il faut évaluer le retentissement général par un ionogramme sanguin, par des bilans protidiques, rénales, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, que les insuffisances rénales sont fréquentes au cours de l'érythrodermie, surtout quand il s'agit d'un sujet âgé. Et il faut orienter vers un spécialiste pour une meilleure prise en charge. En conclusion, l'érythrodermie ou la dermatite exfoliative est une urgence dermatologique. C'est une manifestation cutanée réactionnelle d'une myriade de pathologies dermatologiques, de pathologies malignes ou liées à la prise de certains médicaments appelés d'une façon un peu abusive dans notre quotidien comme toxidermie. Un langage de pronostic vital et elle nécessite une approche diagnostique rapide, une identification de toutes les pathologies sous-jacentes et une prise en charge adéquate. Je vous remercie. Pour l'intérêt de la biopsie cutanée, c'est pour la recherche de l'étiologie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'érythrodermie est une manifestation cutanée réactionnelle, dont il existe plusieurs étiologies. Donc, la biopsie, dans ce cas, va nous apporter des éléments. L'histologie, l'étude histologique va nous apporter des éléments qui peuvent nous orienter vers certains, bien sûr, sur l'érythrodermie. Bien sûr, on fait la biopsie sur l'érythrodermie et les éléments histologiques, donc on évoque certains diagnostics guidés par le contexte de la maladie. Par exemple, biopsie thrombocite, oui, on peut refaire les biopsies. Non, c'est une complication. C'est une complication du psoriasis. Le psoriasis, est-ce que c'est une complication mal prise en charge? Oui, les deux. C'est les deux. Est-ce que la surface? Oui, la surface, elle doit dépasser. La surface, elle doit dépasser les 90% pour dire que c'est une érythrodermie. Si c'est inférieur à 90%, on dit un érythème généralisé. Les corticoïdes, oui. Est-ce que la corticothérapie, non, j'ai dit que la corticothérapie, elle est contre-indiquée en cas d'érythrodermie psoriasique.
les corticoïdes ne font plus partie de l'arsenal thérapeutique, les corticoïdes par voie générale. Par contre, les corticoïdes par voie topique, si. Mais les corticoïdes par voie générale, ils risquent de faire un effet rebond. Donc, il y a un risque d'effet rebond au cours du psoriasis, donc ça risque d'aggraver la maladie. Donc, les corticoïdes sont contre-indiqués. Je vous en prie. D'autres questions? Oui, les corticoïdes, ça dit, sont anti-inflammatoires, mais ils sont contre-indiqués. Il y a un effet rebond au cours du psoriasis. Donc, eczéma de contact et psoriasis. Donc, c'est clinique. D'ailleurs, l'eczéma de contact, ce sont des lésions érosives, sointantes, et qui sont d'apparition aiguë. Par contre, le psoriasis sont des lésions érythématosquameuses bien limitées et qui évoluent par poussée-rémission. Il y a aussi le grattage. On peut trouver le grattage, mais il est très important au cours de l'eczéma de contact. Il faut savoir aussi qu'il y a notion d'application de topique ou d'un produit qui a induit cet eczéma de contact. Comme j'ai dit, le psoriasis, ça évolue par poussée-rémission, ça touche les zones bastions et ça peut, il y a la notion de stress qui peut aggraver donc la biothérapie. Vous utilisez les anti-TNF, pas seulement les anti-TNF. Voilà. Oui, on utilise l'étanercept. Donc, il existe pas mal de quelle marque? Dexéril. Moi, je prescris le Dexéril en général. Il y a les anti-TNF, il y a les anti-TH17, il y a les anti-TH12-23. Il y a pas mal de biothérapies qui sont impliquées dans la prise en charge du psoriasis. Ici en Algérie, on n'a que les anti-TNF, on a trois, l'étanercept, l'infliximab, on a surtout l'étanercept et l'adalimumab. Oui, la biopsie cutanée, on l'a fait systématiquement. Calimoglan, Dexéril. On peut utiliser les antihistaminiques. Et il ne faut pas donner la Tarax car il aggrave les lésions de psoriasis. Il peut donner le psopustulé. Dexéril, vaseline, la vaseline. Non, jamais aller de prescription hospitalière exclusivement. Donc, on doit toujours passer par la place de la préparation magistrale. Bien sûr, surtout, on l'a prescrit surtout pour le psoriasis du cuir chevelu. Dans la prise en charge thérapeutique. Alors, je vous remercie. Bonjour tout le monde. On va continuer avec deux autres cas cliniques. Donc, pour le premier, il s'agit d'une patiente âgée de 25 ans, sans antécédents pathologiques, qui présente depuis 5 jours des lésions érythémateuses, vésiculeuses, troubles par endroits, siégeant au niveau de la plante du pied, plus précisément au niveau de l'hémiphase interne. Présente également des douleurs à type de prurite et une fébricule. Voici la photo des lésions. Ce n'est pas très clair. Vos diagnostics, des diagnostics, à quoi pensez-vous devant ce genre de diagnostic? Donc, on pense à l'eczéma de contact devant des lésions vésiculeuses. Voici une image d'un eczéma de contact. Donc, par rapport à la lésion de notre patiente, ça ne concorde pas sur le plan clinique. Donc, dans l'eczéma de contact, on a des lésions plutôt mal limitées, les limites sont déchiquetées. Donc, on a le prurite qui est important dans l'eczéma et qui est absent chez notre patiente.
Les brûlures n'existent pas dans l'eczéma. Il n'y a pas de notion d'application de topique ou d'antécédent d'eczéma. L'eczéma est connu pour ses récidives et son évolution chronique. Une dermatophysie, pourquoi pas. Voici une image de dermatophysie au niveau du pied. On peut avoir des lésions vésiculeuses dans la dermatophysie, mais en périphérie des lésions. Là, on a des squames. L'évolution chez notre patiente donc, est aiguë. Les lésions évoluent depuis 5 jours. Dans la dermatophysie, ça prend un peu plus de temps. Donc, le diagnostic n'est pas vraiment en faveur chez notre patiente. Les dermatoses bulleuses auto-immunes, on peut y penser devant des lésions vésiculeuses. Voici une image d'une dermatose bulleuse auto-immune. Donc, là, il s'agit d'une dermatite herpétiforme, que sont en général, les lésions sont disséminées, non pas localisées ou strictement localisées. Donc, aussi, le diagnostic ne concorde pas chez notre patiente. Les viroses. Donc, l'évolution aiguë est en faveur des viroses, d'une virose ou d'une affection infectieuse. Voici l'image d'une lésion vésiculeuse d'évolution aiguë dans un contexte d'herpès ou le zona. Entre herpès et zona, la lésion élémentaire est la même, on a des vésicules, mais il y a des différences dans la disposition qui est embouquée dans l'herpès et qui est métamérique dans le zona, et surtout l'évolution qui est récurrente constamment dans l'herpès et exceptionnellement récidivante dans le zona. Voilà, une piqûre d'insecte, pourquoi pas. La lésion siège sur une partie découverte qui est le pied. Et voilà, donc, mais on n'a pas de notion de piqûre, on n'a pas de prurite. Les lésions chez notre patiente se sont étendues à la jambe et ont pris un aspect nécrotique en quelques jours. Pour les examens complémentaires, la formule numération sanguine a objectivé une leucopénie à 3000 éléments par millimètre cube. Un examen mycologique est revenu négatif. Le cytodiagnostic de Zank a montré une altération kératinocytaire. La sérologie VIH est revenue positive. L'histologie a mis en évidence des vésicules intraépidermiques avec des inclusions intranucléaires et un infiltrat leucocytaire polymorphe dans le derme en faveur d'une infection virale. Le diagnostic qu'on a retenu chez notre patiente, c'est un zona chez un sujet VIH+. Notre conduite à tenir était d'instaurer un traitement antiviral, antalgique et un traitement antiseptique. Je vais détailler les modalités dans la prise en charge tout de suite. Et on a adressé la patiente en infectiologie pour prise en charge de son infection VIH découverte fortuitement à la suite d'une consultation pour une lésion vésiculeuse. Un mois après, la patiente a consulté pour une douleur lancinante siégeant au même endroit que les cicatrices du zona. Donc, dans ce contexte de zona, on va penser systématiquement aux douleurs post-zostériennes. Voilà, je vais faire une petite présentation un petit résumé sur cette affection. Pour la définition et la pathogénie, le virus responsable de cette affection est le VZV ou le varicelle zona virus. Il appartient à la famille des herpès viridés, c'est le HSV3. Ce virus se réplique dans les kératinocytes. La varicelle correspond à sa primo-infection. Les anticorps sont développés à partir du 5e jour de l'apparition des lésions. Le taux d'anticorps est maximum à J20 et il persiste plusieurs années. Voici un schéma qui récapitule l'histoire naturelle de l'affection au VZV. Donc, quand la contamination de la varicelle apparaît en premier, il s'agit de la primo-infection. Le virus, on va attraper le virus va se reproduire au niveau des ganglions lymphatiques, il va migrer vers la peau et qui provoque une éruption dite la varicelle. Ensuite, il va rester à l'état endormi ou latent dans les ganglions nerveux situés le long de la moelle épinière.
Donc, suite à la modification de la pathogénicité du virus et ou à l'immunité cellulaire de l'hôte, il y aura une récurrence localisée suivant un trajet du nerf concerné, c'est ce qu'on appelle le zona. Donc, il faut savoir qu'on pourrait avoir un zona sans passer par la primo-infection. Donc, il pourrait être acquis de façon exogène. Sur le plan anatomopathologique, le zona correspond à une ganglio-radiculite postérieure aiguë. Certains facteurs favorisent l'apparition du zona, comme l'âge, donc on note une nette prédominance au-delà de 50 ans, et l'immunodépression. Le zona est particulièrement fréquent chez les sujets atteints d'une hémopathie maligne, de cancer, de traitement immunosuppresseur et d'infection au VIH. Passons à la clinique. Donc, on va voir le zona intercostal qui est la forme clinique la plus fréquente et qu'on voit en consultation. La phase prodromique se présente par des douleurs radiculaires thoraciques, des paresthésies à type de brûlure et de troubles objectifs de la sensibilité dans le territoire concerné. Un syndrome infectieux discret peut être présent. La phase d'état. À la phase d'état, on a une éruption, l'éruption caractéristique du zona, faite d'éléments d'abord érythémateux, rose vif, puis vésiculeux, groupés en bouquets, disposés en bande et s'arrêtant à la ligne médiane. On a un syndrome neurologique d'intensité variable qui peut aller de simples douleurs à des douleurs insupportables. Donc, voici une photo d'une lésion de zona typique au niveau du tronc. Ouais, des lésions vésiculeuses suivant un trajet métamérique. L'évolution des lésions, donc elles se troublent et deviennent érosives au 5e jour et croûteuses au 7e jour. Les cicatrices achroniques, souvent indélébiles, apparaissent vers le 10e jour, d'ailleurs qui peuvent permettre un diagnostic rétrospectif. Les adénopathies axillaires sensibles peuvent être retrouvées lors de l'éruption. Que le zona confère une immunité et les récidives sont exceptionnelles sur des terrains particuliers. Pour le diagnostic positif, il est presque toujours clinique. On a rarement recours aux examens complémentaires dans certains cas, comme par exemple la patiente qu'on a présentée et qui avait des lésions un peu discrètes de siège atypique. La sérologie n'a pas d'intérêt dans le zona. On a des formes particulières à connaître. Donc, selon l'étendue, les zonas bilatéraux ou étagés, et le zona disséminé qui est défini par la présence de plus de lésions en dehors des territoires atteints initialement. Ce type de zona est fréquemment rencontré chez les sujets VIH+, et le risque de complications pulmonaires dans la moitié des cas, donc à craindre. Selon la topographie, on a le zona ophtalmique, qui est une forme particulière, par atteinte du ganglion des Gasser. L'éruption intéresse un ou plusieurs territoires du nerf trijumeau. Les manifestations oculaires sont à craindre. L'atteinte cornéenne et l'uvéite antérieure sont les plus fréquentes et peuvent conduire à la perte fonctionnelle de l'œil. Les paupières et les conjonctives, la cornée, la sclère, tous les éléments anatomiques de l'œil peuvent être concernés. Donc, voici des images de photos de zona ophtalmique qui intéresse la première branche du trijumeau et c'est la plus fréquente. Le zona par atteinte du ganglion géniculé dans le territoire cutané se réduit à la zone de Ramsay-Hunt qui intéresse le tympan, le conduit auditif externe et la conque de l'oreille. C'est ce genre de patient qu'on consulte souvent en oreille. L'éruption, elle est discrète. On a de vives otalgies, on a une adénopathie prétragienne, une anesthésie des 2/3 antérieurs de l'hémilangue et parfois une paralysie faciale périphérique et des troubles cochléo-vestibulaires. Voici une photo d'une atteinte de l'oreille par le zona. Vous voyez que c'est discret, les éléments vésiculeux ne sont pas vraiment fréquents, ne sont pas vraiment nombreux. Le zona bucopharyngé, c'est une forme
exceptionnelle et survient toujours chez des terrains particuliers d'immunodépression. Selon le terrain, on distingue le zona de la femme enceinte, qui n'a pas de risque particulier ni sur la femme enceinte, ni sur l'enfant. Le zona de l'enfant, qui n'est pas exceptionnel, il n'est pas forcément associé à l'immunodépression. Le zona du sujet âgé est marqué par l'intensité des douleurs résiduelles qui sont pratiquement constantes à certaines tranches d'âge. Le zona et le VIH, donc, il est particulièrement fréquent, souvent un motif de découverte, mais la présentation clinique est presque toujours atypique, qu'il soit généralisé, hémorragique, nécrotique, atypique, ou c'est pas toujours la forme, le type de description qu'on voit. Voici une image de zona disséminée chez un sujet au stade de sida. Les complications du zona. La principale complication reste les algies post-ostériennes. Il s'agit de douleurs persistantes après la cicatrisation ou au-delà d'un mois après la survenue d'un zona. Donc, les facteurs de risque de développer des algies post-ostériennes sont l'âge avancé ou après 50 ans, les localisations céphaliques, les douleurs intenses à la phase aiguë et la gravité de l'éruption au début. La surinfection bactérienne est aggravée par le grattage, bien sûr. Les autres complications neurologiques sont exceptionnelles. Donc, pour la prise en charge du zona, le traitement symptomatique dans tous les cas. Donc, un bain avec un savon ou un gel lavant antiseptique. Les traitements locaux n'ont pas d'indication, que ce soit des antibiotiques, des antiprurigineux, à l'exception des crèmes anesthésiantes qui peuvent être prescrites, mais qui n'ont toujours pas d'effet sur les douleurs. Donc, le traitement de la douleur à la phase aiguë par les antalgiques de palier 2, c'est-à-dire le paracétamol codéiné. Donc, l'association également de l'amitriptyline à petite dose, c'est-à-dire à 25 mg jour, augmenterait l'effet antalgique à la phase aiguë, c'est-à-dire un mois, le premier mois, après l'éruption. Si la douleur persiste, la morphine est parfois proposée. Il faut toujours rechercher une immunodépression, surtout chez le sujet jeune qui présente un zona. L'examen ophtalmologique est systématique, en particulier si le zona intéresse l'aile du nez, en cas d'œdème palpébral gênant l'ouverture de l'œil, en cas de baisse de l'acuité visuelle, une hyperémie conjonctivale, et également il est systématique chez le sujet VIH+. Les corticoïdes locaux sont réservés aux complications ophtalmologiques. Donc, ils sont contre-indiqués à la phase aiguë. Ils doivent être prescrits par un ophtalmologue. Donc, pour les modalités de prescription du traitement antiviral, donc, il faut toujours débuter dans les 72 heures suivant l'éruption. Au-delà, le traitement n'aura pas d'effet sur l'évolution. Donc, 3 indications de 3 situations où le traitement antiviral est indiqué. Chez le sujet au-delà de 50 ans et en prévention des algies post-ostériennes chez les sujets à risque, on prescrit le famciclovir 500 mg 3 fois par jour ou le valacyclovir 1 g 3 fois par jour pendant 7 jours. En prévention des complications oculaires en cas de zona ophtalmique, on prescrit l'acyclovir 800 mg 5 fois par jour ou le famciclovir 500 3 fois par jour pendant 7 jours. Le traitement antiviral est systématique chez le sujet immunodéprimé et par voie intraveineuse. Acyclovir 10 mg par kilo chaque 8 heures pendant 7 à 10 jours. Foscarnet est utilisé dans certains centres d'infectiologie et il est réservé aux cas résistants à l'acyclovir. En cas de zona avec surinfection cutanée, une antibiothérapie est recommandée à base de pénicilline, plus ou moins amoxicilline, plus ou moins l'acide clavulanique, macrolide, synergistine, la piostacine ou l'acide fusidique. Si l'atteinte est peu sévère, une antibiothérapie locale est possible à base d'acide fusidique ou de mupirocine. Donc, on n'a pas d'intérêt à donner une antibioprophylaxie.
Le traitement des algies post-ostériennes, donc les antalgiques de palier 2 sont insuffisants, c'est-à-dire après un mois, il n'a pas d'effet. Le paracétamol codéiné n'a pas d'effet. La lidocaïne sous forme d'empâtre peut être utilisée. Les psychotropes, donc principalement l'amitriptyline à raison de 75 mg par jour, la carbamazépine allant de 400 à 1200 mg par jour, donc on dépasse les doses anticomiciales, la gabapentine de 2400 à 3600, la prégabaline entre 550 et 600 mg par jour. La durée évolue, la durée selon la réponse du patient, donc on peut aller jusqu'à 1-2 mois. Et bien sûr, il faut tenir compte des contre-indications des molécules. La capsaïcine en patch peut être utilisée chez les patients. Les techniques de contre-irritation n'ont pas été évaluées dans cette indication malgré leur usage en routine. Donc la cryo, la neurostimulation, l'acupuncture, leur effet est controversé. La prévention passe par la vaccination chez les sujets âgés, qui n'est pas disponible chez nous. Donc, voici un schéma, un algorithme qui résume la prise en charge du zona selon les dernières recommandations du Vidal. Donc pour ce qui est du famciclovir et du valacyclovir, c'est des molécules qui n'existent pas chez nous, donc on a toujours recours à la cyclovir. Parce que là, c'est la seule molécule. Voilà. Donc pour ce qui est à retenir, le zona est une maladie bénigne dans la grande majorité des cas avant 50 ans. Le traitement symptomatique associe le lavage et la désinfection cutanée à la prise en charge de la douleur. Le traitement antiviral Peros est indiqué chez les patients au-delà de 50 ans ou risquant de présenter des douleurs post-ostériennes ainsi que des patients présentant un zona ophtalmique. Au-delà de 75 ans, l'évolution de la maladie est plus lente et le risque de douleur plus important, d'où l'intérêt de traiter précocement. Le risque de complications chez les immunodéprimés justifie leur hospitalisation et un traitement par voie intraveineuse. Les patients immunodéprimés doivent être informés des signes de zona, des prodromes, donc on doit traiter à la phase de prodrome, avant même l'apparition des lésions pour permettre une prise en charge plus rapide. Voilà, donc on va passer au cas clinique numéro 2. Donc voici les lésions que présente le patient en consultation. Il s'agit d'un placard érythémateux, polyfistulisé, évoluant depuis 15 à 20 jours dans un contexte de fièvre. C'est un placard géant qui occupe presque toute la moitié du dos. Comme antécédent, le patient est diabétique, non insulinodépendant, sous ADO, et il a un diabète déséquilibré. Le placard est douloureux à la palpation et la pression fait sourdre du pouls. Son état général est conservé. Voici la lésion. Quels sont les diagnostics qu'on peut évoquer chez ce patient? Une pathologie tumorale, pourquoi pas? L'aspect clinique peut évoquer une pathologie tumorale, notamment un lymphome cutané, mais l'évolution aiguë depuis quelques jours n'est pas en faveur. Une mycose profonde, pourquoi pas? Devant l'aspect polyfistulisé, on peut évoquer une mycose profonde, mais le siège ne correspond pas trop et l'évolution qui est très courte par rapport aux mycoses profondes qui évoluent sur des années. Et enfin, une origine infectieuse, qui est plus probable chez notre patient vu la fièvre et le contexte un peu septicémique. Les résipèles,
pourquoi pas, si j'ai sur n'importe quelle région du tégument, même si le PU est contre ce diagnostic. Il présente le PU, les fistules et l'anthrax. L'anthrax reste le diagnostic le plus probable. En examinant le malade ou le reste du tégument, on a constaté de multiples nodules érythémateux et pustuleux au niveau des cuisses, qui sont récidivants d'après le patient. Voici une photo sur les cuisses du patient. On a de multiples lésions actuelles qui sont récentes et même on a remarqué des cicatrices en faveur de lésions anciennes. Il s'agit d'une furonculose chez ce patient. Donc, notre conduite à tenir était de l'hospitaliser, que le patient présente des comorbidités, à savoir un diabète déséquilibré, de la fièvre, un état général plus ou moins altéré. Mise en condition, un traitement symptomatique, des antalgiques et des antipyrétiques, un prélèvement de PU pour une étude cytobactériologique avec antibiogramme. On a switché vers l'insulinothérapie, une double antibiothérapie probabiliste par voie générale, claforant et Genta, et des soins locaux biquotidiens ont été prescrits chez lui à l'hôpital. Son bilan a objectivé une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. L'échographie a mis en évidence une collection semi-liquidienne avec de multiples cloisons et une peau épaissie. Le CB, des polynucléaires neutrophiles altérés, et l'antibiogramme a mis en évidence un staphylocoque méthicillino-sensible. Donc, notre traitement a bien marché, était efficace sur ce germe, mais pas totalement. La lésion ne s'est pas améliorée en totalité. Donc, on a continué le traitement et fait un drainage chirurgical avec débridement des cloisons afin de permettre une guérison plus rapide. Et on a insisté sur les mesures d'hygiène générale qui sont strictes chez le patient pour éviter les récidives. Donc, en fin de compte, le diagnostic retenu chez lui, c'était un anthrax compliquant une furonculose chronique. Donc, j'ai fait un petit rappel anatomique sur le follicule pilosébacé. Là, le follicule pileux, la glande sébacée, l'ostium folliculaire, la glande sudoripare apocrine, la glande sudoripare mérocrine. Là, on a l'épiderme. Donc, le follicule pilosébacé se situe dans l'éderme. On a un schéma qui représente les différentes pathologies infectieuses touchant la peau. On a ici le follicule pilosébacé. Là, les folliculites sont superficielles concernant l'ostium folliculaire, plus profonde, ou un furoncle plus profond et nécrosant. L'anthrax constitue un placard érythémateux fait de conglomérats de plusieurs furoncles. Le tableau représente les principales souches bactériennes dans les zones humides et qui constituent les gîtes du staphylocoque. Donc, c'est particulièrement le vestibule nasal, l'oreille externe, les aisselles, le périnée. Le furoncle, il s'agit d'une infection profonde et nécrosante du follicule pileux due au staphylocoque doré. La sécrétion de toxines par certaines souches de staph, parmi lesquelles la leucocidine de pentavalentine ou LPV, est responsable de la nécrose. Voici la lésion typique du furoncle. Les facteurs favorisants de l'apparition du furoncle sont l'obésité, le diabète, les traitements immunosuppresseurs, le tabagisme, la corticothérapie locale ou générale et les déficits immunitaires. Pour la clinique, il s'agit de papules ou nodules inflammatoires douloureux centrés par une pustule sur une zone pileuse, bien sûr, évoluent vers la nécrose centrale en quelques jours. Pour les diagnostics différentiels du furoncle, on a les folliculites.
que le folliculite, c'est des lésions pustuleuses, mais qui sont plus superficielles et qui n'atteignent pas les parties profondes du follicule pilosébacé et il ne s'agit pas de, il n'y a pas de nécrose. Les pseudofolliculites, qu'on voit chez les patients, chez les malades, en cas de maladie de B7 ou plein d'autres vascularites ou de maladies auto-inflammatoires. C'est des pustules qui ne sont pas centrées par un poil, avec un halo érythémateux bordure. L'hydradénite supérée, c'est le principal diagnostic différentiel du furoncle au niveau des plis, notamment axillaires et inguinaux. Il s'agit d'une maladie auto-inflammatoire chronique et récidivante, évoluant par poussière-émission du follicule pilosébacé dans les zones riches en glandes apocrines. Et enfin, les kystes épidermiques inflammatoires ressemblent au furoncle, mais à l'interrogatoire, on a la notion de kyste préexistant. Les complications du furoncle sont l'anthrax, le conglomérat de plusieurs furoncles adjacents, la furonculose, qui est l'évolution chronique de furoncles récidivants et multiples, la lymphangite, l'atteinte des vaisseaux lymphatiques par contiguïté, la dissémination systémique et les localisations secondaires qui sont rares, et la staphylococcymaline de la face qui est redoutable. Staphylococcymaline de la face, elle est grave, secondaire à la manipulation d'un furoncle de la face localisé dans une zone délimitée par le canthus interne et la commissure labiale et l'aile du nez. Se manifeste par une fièvre et une altération de l'état général. On peut avoir une thrombophlébite superficielle septique qui se complique rarement, heureusement, une thrombophlébite du sinus caverneux, qui est la complication ultime du furoncle. Passer au traitement du furoncle. Les mesures générales d'hygiène, c'est le principal traitement du furoncle. Lavage des mains fréquent avec des antiseptiques à la chlorhexidine ou à la polyvidone iodée. Pour éviter toute manipulation du furoncle, les soins antiseptiques locaux pluriquotidiens sont systématiques, quelle que soit la forme ou la localisation. Les antibiotiques systémiques, Péros, Antistaph, en cas de comorbidité, une localisation centrofaciale, une fièvre ou une extension des lésions. Modalité, pénicilline N, la présinamycine C en cas d'allergie ou l'acide fusidique pendant 10 jours. Pour le traitement de la furonculose, en plus des mesures précédentes, la désinfection des gistes de portage, les aisselles, le périnée, les vestibules narinaires et le conduit auditif externe. Les antibiotiques locaux, la mupirocine ou la fusidine en cure séquentielle, a été proposée et utilisée pendant des années, mais la recolonisation est rapide à l'arrêt, donc on ne sait pas est-ce qu'il y a vraiment intérêt ou pas. L'antibiothérapie orale n'a pas d'indication systématique aussi dans la furonculose. Elle est proposée en cas de lésions périnarinaires, d'anthrax ou de lésions récidivantes. En cas d'échec, on peut associer la cloxacilline 1 g ou la dalacine à la rifampicine 600 mg par jour, mais la rifampicine chez nous est réservée pour d'autres pathologies. Lutte contre l'obésité, le rééquilibrage glycémique, très important, et l'arrêt du tabac. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions à propos des deux cas cliniques, zona et furoncle, ou anthrax. Non, la sérologie n'a pas d'indication et n'a pas d'intérêt. Vous parlez de la sérologie VIH ou la sérologie du zona? Donc, la sérologie VIH est systématique chez un sujet jeune qui présente un zona. Voilà. Pour la mupirocine, quels sont les molécules? Oui,
Vous écrivez juste mupirocine, crème, elle est disponible, oui. Elle est un peu plus chère que la fusidine, mais disponible. Oui, c'est-à-dire sans passer par la varicelle. Donc, s'il ne répond pas à la paracétamol codéinée, on peut donner de la morphine. Voilà, carrément. Dalacine, elle n'est pas disponible. Ce sont les recommandations. Je vous ai présenté les recommandations de 2019-2020, mais ce ne sont pas toutes les molécules qui sont présentes chez nous, hein, qui sont disponibles, pardon, chez nous. « 800 dans les zones ophtalmiques, 800. Ce n'est pas nous qui les prescrivons généralement, mais 800. Voilà. Alors ici, chez la femme enceinte, il faut traiter. Hein. Ça fait une question. Merci pour le commentaire. Pour l'enfant, la cyclovir à quel âge? N'importe quel âge. Il n'est pas contre-indiqué chez l'enfant. Mais on ne traite pas généralement, sauf c'est comme l'adulte. Donc, en cas de zone ophtalmique, on traite. L'atteinte oculaire, on traite. Sinon, c'est les soins. En dehors de localisation ophtalmique ou la zone auriculaire, on ne traite pas. C'est juste antalgique. Antalgique antiseptique, sauf atteinte ophtalmologique. Chez l'enfant, on traite. Les mêmes modalités, il n'y a pas de différence. 10 à 15 mg par kilo. Un sirop, non, c'est la perfusion. C'est de la perfusion chez nous au service. Vous savez, il y a des enfants qui peuvent prendre à quel âge, à partir de quel âge? Si c'est les tout petits, on utilise la perfusion, sinon, c'est les comprimés. 10 à 15 mg, je dis, par kilo. Pardon, j'arrive pas à lire le texte. Pour moi, elle n'existe pas chez nous. Voilà. Merci, madame. Donc, professeur Zubila a répondu à celui qui cherchait la forme galénique, enfin la forme, le sirop de l'enfant, il n'existe pas chez nous. Effectivement, on utilise la perfusion pour les tout petits et les comprimés pour les enfants un peu plus âgés. Pardon? Oui, s'il y a des facteurs de risque, c'est-à-dire des douleurs très importantes lors de l'éruption ou une éruption très importante. Donc, c'est des signes prédictifs d'algie post-ostérienne. Voilà, on peut traiter. Tegretol pour les... Ça donne. Oui, la carbamazépine, c'est le Tegretol, oui, ça donne. Ça marche bien dans les douleurs. D'ailleurs, elle a un effet, disons, c'est pas un antalgique, mais on peut le donner, vu que les douleurs post-ostériennes sont d'origine neurologique. Donc, pour Sarah, donc, pour prévenir le risque d'algie post-ostérienne, il faut traiter très rapidement. D'ailleurs, d'où la préconisation de traiter dans les 72 heures suivant l'éruption. Il ne faut pas traiter au-delà de 72 heures. Voilà, il faut traiter très rapidement, de préférence à la phase prodromique. Si on pose le diagnostic rapidement, on a moins de risque d'avoir des algies post-ostériennes. APZ, je pense, c'est pas APS. J'ai post-ostérienne. Pour le bain avec un savon, qu'est-ce que vous proposez? Soit la bétadine en gel. Elle existe, la bétadine, une forme moussante de bétadine ou de l'hexamidine. Donc, généralement, la surface corporelle n'est pas très importante, donc on peut laver avec un savon antiseptique. Chlorhexidine, hexamidine, polyvidone. Merci. Au plaisir de vous revoir à la prochaine session.